Bon, merci. Merci. Merci Kim, merci Julie, André pour l'introduction, pour avoir m'invité à faire cette présentation aujourd'hui. Donc, le titre de la présentation, c'est la région sans nous. C'est un titre que j'ai utilisé plusieurs fois. Je aime les titres, je aime de choisir un titre, même pour mon travail, pour une exhibition, pour un cours ou pour une conférence, comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'essaie de créer un titre qui peut rester un peu ouvert et que nous pouvons ensemble comprendre avec le contenu de la présentation. Donc, voilà. Donc, cette conférence, c'est l'occasion de présenter certains de mes intérêts en matière de recherche et création et de discuter du lien entre les images et l'imagination, ainsi que d'étudier quelques outils génératifs et leurs possibles ramifications généalogiques dans l'histoire de la photographie et des arts. La généalogie des médias, c'est un des cours que je donne ici à l'UQAM. Donc, pour commencer, je vais parler du texte que nous avons choisi pour diffuser le contenu de la présentation, qui provient d'un projet de recherche dans lequel j'ai étudié le fonctionnement des algorithmes utilisant l'intelligence artificielle pour générer des montages automatisés de vidéos, c'est-à-dire des systèmes qui donnent de l'ordre et produisent des séquences de sens à partir de la compréhension des contenus des images vidéo. Donc, le texte original, c'est La région sans nous, que c'est ma thèse de maîtrise. Mais à part de ça, j'écris des autres textes en relation à le même sujet. Il y a un autre texte qui s'appelle Vidéo en la casa de la palabra, ça veut dire vidéo dans la maison du mot. Parce que tout comme c'est le cas avec le générateur de texte qui donne l'ordre au mot pour générer une phrase signifiante, dans je ne sais pas, Gemini, ChatGPT et tout ça, les systèmes de montage vidéo donnent de l'ordre au sens fragment individuel de vidéo pour créer une séquence. Donc, c'est un peu la même situation. Habituellement, j'ai fait une distinction ici. Habituellement, lorsqu'on fait référence aux processus qui comprennent l'intelligence artificielle pour créer des vidéos ou des photographes, nous étudions les algorithmes d'intelligence artificielle générative et le résultat de leur processus. Ces résultats sont partout sur la web, en particulier sur les réseaux sociaux, et il est presque impossible de les distinguer d'un enregistrement de photos et vidéos basées sur des captures réelles ou directes. Mais ce n'est pas les résultats des processus de génération qui m'intéressent particulièrement, mais les processus de compréhension des contenus visuels qui se trouvent à l'autre extrémité de l'algorithme. Donc, maintenant, la phrase que nous avons utilisée pour diffuser la conférence, l'idée, c'est un peu de décomposer techniquement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, les algorithmes qui utilisent des réseaux neuronaux étudient les contenus de nos photos et vidéos comme s'il s'agissait de hiéroglyphes. Il est un extrait des concepts sous forme de mots et tente de comprendre, par le biais d'une réflexion qui, selon nous, est artificielle, ce que ces photos et vidéos représentent et signifient. Il se passe quelque chose de similaire lorsque nous analysons nos rêves pour essayer de leur donner un sens. Nous avons l'impression de traduire quelque chose qui appartient à notre époque ou nature, que nous essayons de transposer dans notre langue et notre compréhension. Donc ça que je commençais à essayer de dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui reste d'un côté, qui reste impossible d'être traduit avec ce type d'outil? Et ça, on peut faire une sorte d'analogie entre ça et ça qui arrive avec notre rêve quand nous essayons de décrire qu'est-ce qui a passé pendant un rêve que nous avons fait. Donc, d'un côté un peu plus technique, j'ai fait particulièrement référence à un type de réseau de neurones appelé réseau de neurones convolutionnels. En anglais, c'est Convolutional Neural Network, qui est un type de réseau utilisé pour scanner la surface d'un document visuel. Par exemple, en photographie, à la recherche des motifs
qui pourraient être similaires à ceux avec lesquels ce même réseau de neurones artificiels a été entraîné. Ces motifs pourront être des matrices de pixels, des arbres, des maisons, des voitures, des personnes, des éléphants, des drapeaux de pays, des concombres, etc. Donc, il y a déjà dans cette tâche qui est confiée à une Very Deep Convolutional Network for Large-Scale Image Recognition, une sorte de paradoxe qui, en tant qu'Argentine, je peux décrire comme un paradoxe borgiana, incitant le thème habituel de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, car les dimensions et la diversité de ce qui est censé être catégorisé sont proches de l'infini. Alors, quelles seraient les règles pour reconnaître et classer tous les éléments qui composent l'univers? Donc, je vais utiliser un site de Michel Foucault, qui a présenté plusieurs fois un ami, un prof à l'Université de Buenos Aires, Damian, a parlé beaucoup de ça. Donc, c'est un texte dans Les mots et les choses de Michel Foucault qui cite Jorge Luis Borges, que lui-même il cite en certaines encyclopédies chinoises, pour faire en sorte de catalogation de tous les animaux qui existent. Donc, le résultat de ça, c'est les différentes catégories, les animaux qui appartenant à l'empereur, les embaumés, apprivoisés, courgeons de lait, sirènes, fabuleux, géants en liberté, inclus dans la présente classification, qui s'agitent comme des fous innombrables, dessinés avec le pinceau très fin d'un poil de chameau, etc., qui viennent de casser la cruche, qui de loin semblent des mouches. Donc, chaque classification va imposer une sorte d'idéologie. Donc, si on peut parler de ça, c'est impossible de cataloguer tout ça qui existe dans l'univers sans tomber dans la subjectivité, sans tomber dans l'absurde et sans tomber par l'imposition d'une idéologie. Et on peut plus de ça, un peu plus d'explications techniques de comment est-ce que ça fonctionne avec le réseau neuronal pour comprendre le contenu de notre photo et notre vidéo. La capacité d'un algorithme de compréhension des contenus visuels est vérifiée dans son efficacité à relier un motif visuel obtenu après avoir scanné la surface en photographie vers des autres contenus visuels similaires vers un mot qui peut le représenter. Donc ça, c'est de le côté technique, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, maintenant, je vais parler un peu de la perception humaine. Par contre, en comparant ça avec la perception humaine, une approximation à ça. Donc, je vais parler d'images. J'essaie toujours de n'utiliser pas le mot « image ». Quand je parle d'une photographie ou quand je parle d'une vidéo, c'est en juste totalement différent une image pour moi, en photo ou en vidéo. Donc, je vais commencer par parler d'un texte de Gilbert Simondon qui s'appelle « Sur la psychologie », sur le séminaire de psychologie, où Simondon a cité Hippolyte Taine, qui montre qu'on s'effectue les passages de perception particulières aux images génériques par un processus de fusion. Donc ici, déjà, c'est l'expression « image générique ». Lorsqu'un sujet avoue 20 ou 30 araucarias, aucune de ces images particulières a survécu complètement dans son esprit. Les 20 ou 30 résurrections se sont atténuées les unes les autres. Ainsi agglutinées pour leur similitude, elles se sont confondues et ma représentation actuelle n'est plus qu'un résidu. Donc, l'image générique sont sorte de résidus subjectifs qui ont un rapport avec notre expérience sensible pendant notre vie. Selon Gilbert Simondon, alors, une image est une représentation de contenu sensible qui apparaît en l'absence d'un stimulus sensible direct. Ainsi, on peut dire qu'une photo n'est pas une image, mais un dispositif technique capable de générer ou d'évoquer des images chez la personne qui l'observe.
même longtemps après ou dans son rêve. Les images varient d'une personne à l'autre. Elles sont le résultat d'une vie d'expérience sensible et restent un secret même pour nous-mêmes. Elles sont une sorte de motifs indéterminés. Donc, je vais faire un peu d'argumentation de ça maintenant, à partir de mon travail comme enseignante à l'Université de Buenos Aires. Voilà, c'est un atelier à notre université, à la faculté d'architecture et design de l'Université de Buenos Aires. Donc, en tant qu'exercice collectif, j'ai toujours été intéressé par le fait de me réunir avec un groupe d'étudiants pendant un cours pour observer ces exercices de photographie et remarquer que dans nos descriptions de contenu, nous percevons des choses différentes, car nous sommes transportés vers le lieu différent, en fonction de nos propres images et de la manière dont elles se connectent à ces photographies. Donc, j'ai fait cette expérience avec les étudiants de début de carrière, de début de course. Et au début, j'étais très frustré pour ça, parce que l'idée était de développer une sorte de littératie en relation à la lecture d'une photographie, des parleurs de la lumière, la composition et tout ça. Mais après, j'ai commencé à comprendre que doit rester en perception subjective. Chaque personne va avoir en perception subjective de chaque photographie en relation à sa propre expérience et sa propre sensibilité. Donc, ça a été un peu mieux pour moi de comprendre ça. Donc, deux phases, on peut synthétiser ce que je viens de dire. C'est la photographie et son moyen de transport. La photographie est son moyen de transport qui sert à nous transporter vers les images, vers nos images. En photo est le résultat de la technique. Une image est le fruit de l'imagination. Donc, à la même fois, c'est une sorte de règle pour comprendre ou étudier mieux ce qui arrive maintenant avec toutes les images générées par l'intelligence artificielle. Faire une distinction qui peut nous permettre de comprendre mieux les problèmes ou le chaos même. Donc, je vais continuer à argumenter un peu pourquoi est-ce que je dis ça. Je vais parler des photos des fantômes maintenant et de l'imagination. Donc, sans établir un genre, mais avec une certaine persistance dans l'histoire de la photographie, il existe deux types de procédés photographiques qui tentent d'enregistrer les fantômes et les esprits. La période que j'ai connue le mieux est celle des années 1980. Je vais prendre un livre ici. Oui. Ça, c'est le type de livre en question. Donc, la période que je connais le mieux est celle des années 1980 à l'Argentine, grâce à les mystérieux livres publiés par la maison d'édition Larine, sous les plumes du professeur polymathe argentin Pedro Romaniuk. Donc, ici, nous avons une des photographies qui sont dans le livre, qui décrit en fête de Noël avec une grande présence d'esprit et activité paranormale. Donc, on peut imaginer que l'activité paranormale sont tous les traits lumineux partout dans la photographie. Dans mon enfance, je n'avais pas d'autre joie que d'imaginer les photos publiées dans ces livres en tant qu'une porte terrifiante vers des images de ténèbres et de mortes, que j'essayais toujours de regarder en cachette quand personne ne me voyait. Mes contacts secrets avec ces livres pour essayer d'en voir un peu plus me laissent toujours l'impression que je n'avais pas pu apprécier tous les détails de chaque photo. Celles-ci étaient présentées généralement sous forme de séquences pour décrire étape par étape l'apparition de l'âme sortant du corps humain ou d'un médium assis sur un geste capable d'entrer en contact avec une vie passée. Donc ici, c'est un exemple de ça. C'est un médium qui entre en contact avec une vie passée. Et nous pouvons voir ça dans la photographie.
Il est donc en leçon à tirer pour moi, en partie c'est évident. Tout cela était en montage assez grossier. Chaque photo dans ce cépage a été en imposture. Mais en même temps, il y a un mécanisme qui peut être utilisé comme outil de réflexion sur le fonctionnement des photos, des images et de l'imagination. Les photos dans le livre de Romaniuk relevaient une stratégie délibérée, consistante à faire passer pour un document d'un événement paranormal une photo de morphologie indéterminée, qui doit être complétée par l'imagination de celui qui lit le texte. Texte qui, par ailleurs, est truffé de certitudes et ne remet à aucun moment en question la véracité et l'éloquence des photos qu'elle illustre. Donc ici, nous avons dans le deux photographies en salle de recherche équipée d'outils de précision pour enregistrer l'activité paranormale. C'est absolument bizarre parce qu'il y a une chaise et quelques autres éléments. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut fonctionner pour faire l'enregistrement de l'activité paranormale. Et à la même fois, nous avons les résultats de ces expérimentations qui sont une sorte de taches lumineuses, qui a beaucoup de flèches qui sont là pour décrire le différent parts d'un fantôme, d'un esprit, d'un âme. Ça a été absolument terrifiant pour moi. Ça reste un peu terrifiant pour moi, je dois dire. Quand je vais la geste là, je dis qu'est-ce que c'est ça? Donc, je vais faire un peu plus de généalogie des médias. C'est un peu mon métier. Donc, la photographie paranormale compte plusieurs représentations au fil des années. À la fin du 19e siècle, par exemple, avec les photos singulières de Hippolyte Paradouc, qui a consacré toute sa vie à photographier l'âme humaine et les effluves vitaux. Donc, voilà, ça c'est l'âme humaine, c'est ce qu'il y a quelques doutes en relation à ça. Donc, ça c'est impossible d'entraîner, parce que ça va être toujours différent. Donc, à la même fois, c'est intéressant. Ce n'est pas vrai, mais c'est intéressant. Il y a une autre âme humaine, le 2 prix à l'année 1906. Donc, la pratique de la photographie paranormale déplace la fonction documentaire d'un mécanisme photographique vers son région mystérieuse, avec l'objectif de s'imposer comme méthode scientifique. Donc, voilà. Il y a une autre âme humaine là. La morphologie, c'est toujours différent. Les méthodes de capture, c'est toujours différent. Il y a toujours un peu de lumière là. Il y a un rapport, évidemment, entre la lumière et notre perception de qu'est-ce que c'est l'âme humaine. Donc, je trouve tout ça fascinant. Même parce que les traitements esthétiques de nombreuses photographies paranormaux de ce type rapprochent les résultats à l'expression artistique, grâce à des processus techniques innovants de capture et de développement. Donc, ça c'est vrai. Hein? Quand on commence à étudier un peu la photographie paranormale, on commence à comprendre que les différents systèmes de capture ont été absolument bizarres, mais absolument innovants à la même fois. Processus de laboratoire, mais aussi processus de capture, différents systèmes de développement, différents systèmes de pellicules, etc. Donc, le résultat, là, c'est le résultat de l'effluve vitaux dans son capture photographique. Donc, je vais commencer à parler un peu de les différents processus liés à la photographie qui commencent avec la photographie, mais après de ça, peut pouvoir être modifié, transformé. Donc, je vais parler d'une période de la photographie qui correspond à la même époque de la photographie de Paradouc, que c'est la photographie pictorialiste. Donc, dans les mêmes années de la photographie que nous venons de voir, a été publié le livre « Procédés d'art en photographie » de Machy et Pouillot. Et dans la première page, j'ai trouvé le suivant texte qui dit « Les preuves fournies par les négatifs peut être correctes du point de vue documentaire. Il lui manquera la qualité constitutive de l'œuvre de l'art tant que la photographe n'aura pas le y introduire. Ceci revient à dire, nous osons affirmer que l'image définitive obtenue photographiquement ne devra son charme artistique qu'à la façon dont l'auteur pourra la transformer. »
Le texte signé par Demachy et Pouliot en 1906 fournit des détails techniques sur différents types de procédures de laboratoire pour manipuler et transformer des photos en œuvres d'art. Ici, nous avons un exemple de 1904, Stragl, oui, que c'est évident, c'est une sorte de mix entre la peinture et la photographie. C'est très intéressant. Ici, en phrase que c'est très important pour moi, comme l'exprime Demachy dans le livre, la photographie est le point de départ de l'œuvre. Donc, par moi, ça c'est un peu mon jambe d'intérêt. Parce que je n'ai pas le syndrome de la page blanche, je n'ai pas le syndrome de la toile blanche. Je commence à travailler avec une photographie ou une vidéo. Sa documentation de la réalité, c'est l'élément de base pour moi, pour commencer à travailler. Donc, il y a un rapport entre ce texte-là, sa phrase-là, et ça que j'ai fait. Donc, je vais continuer pour parler un peu de la même époque, des autres processus qui sont liés à la photographie, qui utilisaient la photographie comme point de départ. Je vais parler aussi de la photographie composite de Francis Galton, dans cet cas. À la même époque, Francis Galton a mené ses expériences de photographie composite. Les buts sordides de Galton à travers de ses études photographiques était d'améliorer la constitution physique et mentale de la race humaine par la sélection artificielle. Il utilise le mot artificiel particulièrement ici, en se concentrant sur la haute société britannique. Donc, habituellement, j'utilise cette photographie ici pour décrire comment est-ce que fonctionne l'intelligence artificielle générative. Parce que nous avons 12 portraits de soldats saxons, oui, autour, qui sont la base des données. À l'intérieur de ça, nous avons les modèles. Dans les termes techniques de l'intelligence artificielle, ça c'est les modèles, les résultats, la composition de chaque portrait là, que c'est la composition correcte dans ce cas. De l'autre côté, nous avons la photographie composite qui était un outil pour visualiser les traits des êtres humains les plus doués, les sélectionner et reconnaître ceux des personnes handicapées pour les rejeter. Bon, c'était l'objectif de la sélection artificielle de Galton, qui utilise un système assez similaire au système qu'utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour créer des images. Donc, le résultat, c'est ça. C'est le résultat de la composition de 56 portraits, 20 portraits, 36 portraits. Dans l'histoire de l'art, il y a beaucoup d'artistes qui ont utilisé des techniques similaires à ça. D'autre côté, nous avons un autre photographe, qui c'est Arthur Batout, qui a suivi la technique de Galton. Il a toujours essayé de se séparer un peu de Galton, mais il a utilisé la même technique. Et a généré ses propres photographies composites dans le but de vérifier la similarité des traits du visage chez des membres de la même famille. Les résultats de son travail étaient toujours rejetés en raison de leur manque de rigueur scientifique dans les captures, notant souvent l'imprécision dans la superposition de chaque portrait. C'est évident là, oui, le portrait n'est parfaitement cadré. Donc, il y a une phrase que c'est super important aussi pour moi d'Arthur Batout qui a dit « Plus grand est le nombre de sujets, moins se fait sentir l'influence individuelle et plus prend l'importance les traits généraux. » Reproduire à l'aide de la photographie une figure dont la réalité matérielle n'existe nulle part, un être irréel dont les éléments constitutifs sont disséminés sur un certain nombre d'individus et qui ne peut être conçu que virtuellement, mais c'est pas un rêve. Elle a dit en 1890. Donc, il y a une ressemblance frappante qui apparaît lorsque nous comparons la photographie de Batout avec les premiers outils génératifs disponibles en ligne, tels que DALL-E et Midjourney en 2021. Donc, je vais essayer de faire cette comparaison ici. D'un côté, nous avons un portrait type de la famille Batout qu'il a composé dans le même portrait en photographie de son épouse, sa mère, sa belle-mère et ses fils. Et d'un autre côté, un render créé par Midjourney, basé sur une photo de mon ami Sean, qui a visité ma maison, c'est là, Jean, qui a visité ma maison en 2022, et nous avons essayé de faire
ce jeu ensemble. Donc voilà les résultats. Donc, c'est à cette époque-là, la capacité de l'outil génératif était un peu un développement, un work in progress, on peut dire. Donc, toujours reste la superposition de chaque visage reste un peu là. Et c'est étonnant parce que les résultats ont une sorte d'expression qui c'est complexe, c'est bizarre. On ne sait pas si c'est content, si c'est drôle, c'est difficile de comprendre ça. Donc, le même arrive, oui, quand nous utilisons l'intelligence artificielle, l'expression, c'est le résultat de la composition de ça que l'intelligence artificielle comprend comme je ne sais pas, la joie, être très contente et tout ça. Donc, ici, un autre exemple, la même chose. Oui. C'est possible de faire beaucoup d'exemplifications de ça. Le résultat va être assez similaire. À cette époque-là, après, ça a changé. Maintenant, les résultats sont un peu plus Galton. Oui, la photographie composée de Galton, plus précise, qui essaie toujours de cacher les processus derrière. Ça devient plus dangereux, je pense. Donc, après ça, j'ai trouvé dans son article, qui m'a envoyé mon ami Jean aussi, c'est une interview avec l'artiste allemande Ito Stehl dans news.arnet. Dans une interview, elle a repris, pour répondre à la première partie de votre question, non, ce render ne reflète pas la réalité. Il reflète l'ensemble des conneries qui circulent en ligne. C'est en gros leur champ de référence, n'est-ce pas? Il suffit de récupérer tout ce qui se trouve en ligne pour obtenir votre nouvelle réalité. C'est le genre de référence de ces statistical renderings, que je pense que sont un terme bien correct pour parler de l'imaginerie créée par l'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que je vais dire quelque autre chose en relation à ça? Non, c'est correct, c'est clair, jusqu'à maintenant, ça mon sens, j'espère. Bon, donc je vais parler un peu de mon travail et le rapport qu'il y a à mon travail avec tout ça. Parce que je travaille avec des processus et je commence toujours avec en vidéo, en photographie, même si c'était en vidéo, en photographie que j'ai appris. Donc, à l'année 2020, j'ai commencé à travailler sur différents types de portraits. C'est un autre portrait dans ce cas. Je n'ai fait la programmation, ce n'est pas mon métier. Je travaille de manière assez bizarre, on peut dire, parce que à l'année 2020, j'ai commencé à utiliser un logiciel capable de modifier la résolution d'une photographie. Donc, ça que j'ai commencé à faire, c'est de modifier la résolution pour obtenir une chose qui s'appelle, dans le contexte de l'intelligence artificielle, face enhancement. Parce que quand on commence à modifier la résolution, des fois, le face enhancer va modifier le visage et va modifier pour mettre un élément qui a beaucoup mieux de résolution, mais qui appartient à la visage d'une autre personne, ou à une composition de beaucoup d'autres personnes. Donc ça, j'ai commencé à travailler dans son aussi avec le transfert et la modification de l'encre de l'imprimante pour faire ce type de résultats-là. Le même j'ai fait avec quelques portraits de mes amis. Dans ce cas, c'est mon ami Willem qui a été photographié. Et après, j'ai continué avec le même processus-là de modification jusqu'à arriver à un résultat qui est suffisamment indéterminé, mais qui, à la même fois, reste là comme une sorte d'indication vers l'image d'un visage, d'une personne. J'ai fait aussi quelques études d'autoportrait pour comprendre un peu mieux comment est-ce que ça fonctionne. J'ai tourné 360 degrés pour comprendre le meilleur perspective pour voir comment est-ce que fonctionne le face enhancer dans chaque photographie.
Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est manipuler l'encre qui imprime les photos et les photogrammes. J'ai fait les mêmes choses avec le mouvement pour obtenir un résultat vivant, un résultat un peu plus imprécis, un résultat qui essaye de se contacter avec les images de chaque personne de manière différente, qui essaye de stimuler les images. Ça, c'est un peu mon stratégie de travail. Ça, c'est une vidéo avec une artiste argentine qui s'appelle Juana Molina. Ça a été fait en copiant cadre à cadre avec la encre d'imprimante diluée en soya sauce. Ça, c'est une autre photographie que j'ai prise ici à Montréal il y a quelques années. Donc, quand je travaille, j'essaie de brûler ma vision pour m'approcher un motif visuel indéterminé. J'essaie de chercher un peu ça. J'ai fait les mêmes choses avec le mouvement. C'est toujours un peu de signal processing, mais d'une façon analogique, on peut dire. Et ici, quelques autres résultats de ça, avec la photogrammétrie aussi, et avec la présence de la chaise que probablement j'ai appris des images de le livre des photographies paranormales. Donc, je manipule l'encre qui imprime les photogrammes. Ici, la photographie que nous avons choisie pour présenter cette conférence d'aujourd'hui, qui s'appelle Absolument quoi, qui a un peu, j'ai commencé à travailler un peu cette idée de le trait dans la photographie paranormale comme un exercice gestuel à l'intérieur de chaque résultat, de chaque image. Mais à la même fois, on peut influencé par le travail de Pierre Hébert, qui c'est ici aujourd'hui. Donc, c'était très intéressant de parler avec lui il y a quelques années déjà. J'ai commencé à créer une sorte de lien entre sa présence mystérieuse d'un trait lumineux qui représente la présence mystérieuse d'un esprit ou quelque chose comme ça, mais à la même fois comme le résultat d'un geste humain que je vais introduire dans mon travail. J'essaie de faire la même chose avec mes travaux en vidéo, comme ça. Même avec un portrait de ma fille Selva, ici. Et même à partir des autres choses différentes. Ici, il y a un peu de son. Ça, c'est le son de l'été à San Pedro, où j'en ai. Il y a à Buenos Aires aussi, parfois. Las chicharras sont très importantes. Les chicharras sont vraiment incroyables. Et donc, pour finaliser, je vais montrer un travail, une sorte de work in progress, qui s'appelle Cerca de donde vivimos. C'est un peu difficile de traduire ça. Parce que, bon, la traduction, c'est toujours complexe, Sylvie. Je pense que c'est correctement ça. Donc, si j'essaie de traduire ça en français, ça sera près de chez nous, mais en espagnol, son signification un peu plus abarcative, que j'essaie toujours de maintenir là. Et donc, c'est une sorte de, je ne sais pas si c'est un court-métrage ou si c'est une vidéo pour installer jusqu'à maintenant. C'est ça. Ça a été fait avec ma compagne, Maria Luz. C'est un exercice de montage à la même fois qui essaye d'illustrer un peu cette idée de l'évocation de l'image.
Donc, j'ai un autre petit morceau de le même Work in Progress de Cerca donde vivimos. La musique de cette bref morceau a été fait par notre fille Selva de 4 ans. Donc, c'est la première apparition de Selva dans son projet comme musicien. Donc, j'essaie toujours avec les montages de faire, d'obtenir les mêmes résultats, de me perdre un peu dans l'indétermination, mais à la même fois essayer de donner l'espace pour l'interprétation de ça que je fais. Ça, c'est tout. Merci. On va ouvrir la période des questions s'il y a quelqu'un qui veut commencer. Oh. OK. C'était clair, j'imagine. C'est bon. Je me demandais, pour votre travail personnel, les vidéos, surtout, c'est quoi le procédé? Parce que j'ai comme compris avec les portraits du début qu'il y avait comme une manipulation avec un logiciel simili de enhancement qui donnait ces rendus-là, mais avec la vidéo, est-ce que c'est seulement la sauce soya qui fait un peu cet effet-là, ou il y a aussi le même enhancement? Parce que je trouve que le dernier morceau aussi, c'est beaucoup moins déterminé que genre l'espèce de bâtiment avec le truc blanc. Oui. Oui. Oui, mais c'est toujours différent. Un peu. Ça, c'est plus amusant comme ça, de découvrir différents outils, de voir qu'est-ce qui est le résultat de ça. Donc, avec l'image en mouvement, par exemple, ici, j'ai utilisé la photogrammétrie, qui est une technique que Mathieu comprend bien, j'imagine. Donc, j'ai commencé à travailler avec une sorte d'information morphologique 3D pour modifier un peu ça. Donc, et le résultat final, c'est toujours le résultat de le geste qui manipule l'encre sur la photographie. Donc, c'est comme ça que ça va être toujours différent, parce qu'il y a un geste qui définit le résultat final, et j'essaie de maintenir un peu ça comme le morceau final de mon travail, le geste sur l'image. Oui. Et le processus, sans processus, j'utilise une imprimante d'encre standard, mais il y a un type de système qui utilise une sorte de récipient, on peut dire, bouteille. Je mélange là des autres éléments, par exemple la soya sauce ou des autres éléments pour diluer un peu et rompre la matrice pixelaire de l'impression et travailler avec ça. Non. Je dois changer l'imprimante fréquemment, oui. Oui, parce que... Merci beaucoup pour cette présentation. Pendant la présentation, toute cette discussion de l'image, puis de quelque chose en lien avec quelque chose de psychologique, je pense au commencement de cette présentation, me fait réfléchir dans toutes les images des œuvres que tu as présentées, que tu es en train de faire, qu'il y a ce rapport avec quelque chose de très indéterminé ou intérieur.
Alors, j'ai comme un questionnement de comment est-ce que tu décides que ton œuvre est terminée? Like au niveau que Oui. Ça semble comme tu engages avec quelque chose beaucoup plus dans l'imaginaire. Oui. Il y a comme quelque chose de très subjectif, Oui. mais que je trouve parle au même moment à d'autres mondes peut-être, right? Like que ça, c'est pas complètement, like il y a un moment où tu décides que Oui. c'est terminé, Oui, oui, oui. que oui. ça va Mais parler je pour pense que plus que juste toi. Je pense que c'est un processus super complexe. C'est une façon de se convaincre qu'on est arrivé à un résultat. C'est la stratégie que je prends. Donc, il y a une part qui c'est définie par moi, mais il y a une part qui n'est pas définie par moi. Il y a une sorte de contrat entre ça qui arrive par hasard et ça que je peux dire c'est fini. Donc, c'est ça. Mais je pense que le processus, c'est plus complexe et bizarre, et le processus arrière, je deviens plus satisfait avec les résultats. C'est un peu de ça. Mais ça reste à la même fois en contact entre mes images internes et les résultats, je pense. Qu'il y a une sorte de contrat qui se ferme là avec ça. Mais reste un peu, c'est intéressant même pour moi parce que reste un peu mystérieux. Mon travail pour moi, c'est un peu comme, OK, j'essaie de découvrir un jour en relation à moi avec mon travail. Et tout ça que je viens de décrire en relation à la photographie des fantômes et à cet livre en particulier, c'est un jour que j'ai commencé à comprendre à partir de mon travail. J'ai utilisé mon travail pour arriver à comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour moi. Donc, oui. Juste une autre chose que je veux juste dire avant de terminer, c'est que pendant que j'ai regardé tes créations, ça me fait penser à un artiste, Patrick Tressett. Je ne sais pas si tu connais ça. Je vais te montrer après, mais c'est juste pour demander si, parce qu'il y a quelque chose dans le mouvement puis l'interaction avec un mécanisme à l'extérieur de toi pour créer quelque chose qui y a une similarité que j'ai appréciée. Merci, Kim. C'est une question un peu technique, là, mais par rapport justement à la photogrammétrie que tu nous as montrée, est-ce que c'est une photogrammétrie qu'après ça, tu as refilmé, puis après ça, tu as redivisé en plusieurs photogrammes? Oui, c'est en photogrammétrie principalement parce que j'ai le désir de travailler avec un geste de différents points de vue. Donc, avec la caméra, ça a été un peu difficile. C'était chez moi. C'est ça. Donc, avec la photogrammétrie, après, j'ai mis tout ça dans Blender. J'ai commencé à modifier la position de la caméra pour obtenir. J'ai fait plusieurs exercices comme ça. Mais c'est ça. J'ai fait la photogrammétrie, j'ai mis là dans ce Blender, j'ai créé une caméra, j'ai déplacé la caméra et après de ça, j'ai fait tous les processus d'impression. Ça m'évoque une autre question, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps une succession de techniques. Tu sais, surtout dans ce cas-là, tu aurais pu filmer ta chaise, puis mais finalement, tu l'as filmé pour faire une photogrammétrie, pour après ça la refilmer. Oui. Puis, est-ce que tu vois ça comme un palimpseste de technique, mettons, puis que ça a créé du sens par rapport à comme la traduction? Peut-être. On commence à noter beaucoup, pour exemple, la compression des vidéos. C'est très important pour moi. Parfois, j'utilise la compression. Mais à l'Argentine, je donne un cours à la faculté de techniques audiovisuelles. Donc, je suis bien à l'aise de comment est-ce que tout ça fonctionne. Donc, sont un peu mes ressources, mes outils disponibles. Et je travaille avec ça, oui. Je comprends assez bien comment est-ce que tout ça fonctionne et j'essaie de travailler avec les erreurs de chacun de ça pour créer mes propres travail. Merci, Mathieu. Une petite question. C'est pas l'objet de ta présentation aujourd'hui, mais moi, quand je vois ça, je vois beaucoup de rapports ou de connexions que je peux faire. C'est peut-être juste mes propres projections, mes propres
ma propre approche d'historien du cinéma expérimental, mais je vois beaucoup pas de références, mais de connexions qu'on peut faire avec un certain cinéma expérimental. Par exemple, La fille qui marche dans le champ, ça fait penser à Maya Deren. Ensuite, il y a un petit côté braquage, même si c'est absolument pas les mêmes techniques, là. Donc, peux-tu dire quelques mots sur ton rapport au cinéma expérimental? Oui. Je sais que tu es un admirateur de Frampton. Merci, oui, c'est vrai. Jean me connaît bien, donc oui, j'admire beaucoup, d'un côté, le cinéma structural des années 1960, Frampton, Charitz, Michael Snow, bien sûr. Mais aussi, je suis très intéressé dans mes cours d'image et mouvement ici à l'UQAM. Nous utilisons beaucoup de références, le cinéma de première tempe. Parce que c'est un moment-là de création d'un langage. C'est un moment de beaucoup de liberté. Donc, j'essaie de me maintenir dans ces moments-là quand j'essaie de faire mon travail. C'est ma référence. Si je dois choisir un film à voir, c'est un film des années 1920. Ça, c'est le mieux pour moi. Donc, possiblement, il reste un peu de ça dans ce que je fais. Merci, Jean. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à la question, je n'ai pas vu le début, mais je suis intrigué par rapport à la destination de ces images-là. Est-ce que c'est destiné à des festivals de cinéma, à du cinéma d'exposition? Oui. Ou c'est quoi la destination? Oui, je suis la même question pour toi. Non, mais c'est toujours trouver... parfois, c'est en sorte d'exhibition qui a les différentes animations, un à côté de l'autre. Autrefois, c'est utiliser chaque photogramme et aussi ça, et parfois c'est faire un court-métrage. Mais ça a été toujours une sorte de question pour moi, de trouver où est-ce que je peux mettre tout ça. Je pense qu'il y a une origine à ça, et c'est que j'ai commencé à travailler avec l'ordinateur pendant les années 1990, avec les premiers logiciels pour faire l'animation, spécifiquement un logiciel qui s'appelait Animator Pro. Donc, dans Animator Pro, les limites étaient de faire, je ne sais pas, 300 photogrammes. Donc, ça a devenu une sorte de genre pour moi. C'est un genre qui essaye de raconter une histoire dans 300 photogrammes. Donc, oui. Mais j'essaie toujours de trouver la façon d'exposer mon travail. C'est toujours un peu différent, oui. Merci. Oui, ma question rejoint celle, enfin les deux précédentes qui ont été posées. C'est que j'aimerais que tu parles peut-être de ton rapport au cinéma, parce que dans ce qu'on voit, ça laisse l'impression que c'est un travail au départ sur la photographie et que ça démontre une espèce de matière cinématographique de base qui pourrait être utilisée. Alors, je me demande, est-ce que tu envisages faire des choses plus longues, des choses qu'on pourrait appeler un film, par exemple, ou c'est des espèces d'extensions d'une photographie en mettant du mouvement? OK. Je pense que c'est un peu une extension de la photographie. Je n'ai jamais pensé à faire un long métrage actuellement. Ça reste pour moi une sorte d'idée totalement différente. J'aime de travailler avec les montages. Pour moi, ça c'est ça que j'ai fait de faire avec ce type de travail, c'est de comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne, les montages, mais jusqu'à là. Parce que imaginer un long métrage, pour moi, c'est comme un autre monde différent. Oui, je ne pensais pas nécessairement un long métrage. Quelque chose un peu plus long. Ben, pour ces bons j'ai essayé de faire, oui, j'ai quelques exemples je pense que les projets les plus longs que j'ai fait, parce que j'apprends, bon, tu viens connaître que ça prend beaucoup de travail. Donc, pour exemple, pour faire cette vidéo, ça a pris presque, la durée, c'est 5 minutes. J'ai travaillé 6 mois à faire ça. Donc, mais j'aime ça. J'aime les rapports avec chaque photogramme.
de sa manière, si on peut, oui. Je me souviens aussi de la première fois que j'ai vu un film de Norman McLaren. Parce que c'était pour... je pensais, c'est la première fois que l'écran de mon téléviseur expérimente ça. Beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Donc, j'essaie de garder dans chaque photogramme tout ça. C'est plus stimulant pour la vision, donc je ne sais pas. Mais c'est ça qui arrive avec ton travail, Pierre. C'est stimulant, c'est comme regarder le feu, que c'est toujours là, c'est toujours différent. Merci, Pierre. Bonjour. Alors, moi, je travaille en art imprimé, mais je m'intéresse à l'IA et l'art imprimé. Là, je commence mon doctorat. Puis là, j'ai découvert votre travail quand j'ai vu l'annonce de votre présentation. Puis là, je pense qu'il va falloir qu'on se parle. Parce que moi, mon processus, il est vraiment comme avant. Puis là, c'est ça, le résultat, faut que je l'explique, là, ça finit plus, là, comment j'arrive à mes résultats. J'ai aussi de l'animation, mais par la réalité augmentée. Puis j'essaie d'utiliser des outils légers. Alors moi, je me demandais, vos photos et tout ça, utilisez-vous le téléphone intelligent? Êtes-vous encore avec des caméras argentiques, numériques? Non. Qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? J'utilise les outils les plus économiques que je peux trouver. OK. Non, il n'y a pas de sophistication technologique. Oui, il y a une compréhension du fonctionnement de la technologie. J'essaie de me maintenir au courant de ça. C'est ma responsabilité comme enseignant, à la même fois. Mais en tant que mon travail, c'est toujours les éléments les plus économiques disponibles parce que tous les processus, ça change beaucoup. Ça va vite, oui. Oui. Et avec l'intelligence artificielle, c'est la curiosité de voir qu'est-ce qui passe avec ça. Et c'est aussi d'établir un point de vue à partir d'un espace qui devient un peu chaotique, de plein d'outils qui c'est diffusé, c'est promotionné, ça existe, promotionné, comme d'outils qui mettent en limite à l'imagination. Je vais dire quelque chose en relation à ça. Donc, ça, c'est la perception de l'imagination que c'est totalement différent à la perception de l'imagination qu'utilise l'intelligence artificielle. Merci. J'ai une question, mais j'hésite à la poser parce que je ne sais pas comment la formuler. Tu as commencé par parler de l'intelligence artificielle, de la dimension statistique des images, de combien, à partir de plusieurs images, on arrive à une sorte d'image générique de l'arbre. Il m'est venu que l'opposé de ça, c'est avoir une expérience de quelque chose et dire ça, c'est un arbre et avoir mémorisé intérieurement un arbre. Quand on dit un arbre, on sait de quel arbre on parle. Il est plein d'une expérience qu'on en a faite, donc il échappe à la statistique. Je dis ça parce que j'ai l'impression que même si tu parles de tout un processus, quand on arrive à tes images finales, il n'y a pas une accumulation de fillettes, il y a Selva. Oui. Il n'y a pas une accumulation de femmes, il y a Maria-Luz. Il n'y a pas une accumulation de lieux, il y a ce lieu-là. Il n'y a pas une accumulation de pas, il y a ce moment dans ce champ avec cet ami. Oui. C'est c'est tout à fait l'opposé de la synthèse de l'intelligence artificielle. Oui. Et où il semble y avoir encore la question de mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il y a sur le plan énergétique, mystérieux,
spirituel, qui dépasse la matérialité de ce que je vis, qui s'agite là-dedans, qui fait que c'est cette expérience-là, que c'est cette personne-là, que c'est ce lien-là, que c'est... et donc, où on revient à la photographie spirit. Oui. Et à ton... Alors, je ne sais pas comment formuler ma question, mais est-ce que c'est une bonne piste de réflexion? Oui, est-ce qu'il y a... Bon, c'est ça, bien sûr. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une sorte de mystère autour de tout. Donc, j'essaie de maintenir ça, j'essaie de travailler avec ça. Même les rapports avec notre fille, ma compagne, mes amis, son rapport mystérieux. Pourquoi? Donc, voilà. Ça reste... Long détour. Oui. Oui. Presque arrivé à la fin de notre période de questions. Il resterait 1 minute pour une dernière question, si quelqu'un veut se lancer. En même temps, le commentaire d'Anne-Marie était tellement intéressant que ça pourrait faire aussi une bonne conclusion. Ouais. Merci beaucoup, Mariano. Super intéressant. Merci.